Bonjour à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. En cette fin d'année, je vous propose de vous replonger dans les épisodes phares de 2021, en route pour le top 5 de La Boussole. Mais d'abord, si vous appréciez le podcast, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, notez-le sur Apple Podcast et désormais Spotify. Merci pour votre soutien, c'est essentiel et c'est ce qui rend visible La Boussole. L'épisode que j'ai enregistré avec Julia est celui qui a apporté de la visibilité au podcast sur Instagram où il a été très partagé. Je remercie de tout mon cœur Julia et sa communauté bienveillante qui est d'ailleurs toujours au rendez-vous depuis cet épisode. C'était donc une évidence de vous le proposer dans le top 5 de l'année. Julia avance au feeling, fait confiance à son intuition et surtout, elle développe Atelier Moustache avec brio tout en préservant son équilibre personnel. Avec Julia, nous avons parlé d'intuition, d'incarner une marque, de consommation locale, de la valorisation des métiers manuels, de l'importance d'être entouré et de savoir fixer ses prix. Cet épisode est une mine de conseils pour celles et ceux qui souhaitent lancer leur activité, alors bonne écoute. Salut Julia. Salut Claire. Merci d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Alors Julia, tu es la fondatrice d'Atelier Moustache, une super marque de bijoux que à titre perso j'adore. Je te suis aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter ? Donc je m'appelle Julia, j'ai 35 ans. J'ai créé Atelier Moustache il y a 6 ans maintenant. Et je suis maman de 2 petites filles qui ont respectivement 4 ans et 18 mois, Romy Super. et Alba. Et donc avant de créer Atelier Moustache, qu'est-ce que tu faisais ? En fait, j'ai un parcours un peu décousu parce que je vais reprendre au lycée. Je sais pas si je pense que c'est encore comme ça maintenant, mais on n'est pas très bien orienté. Donc moi, j'ai toujours été manuelle, mais à aucun moment on m'a dit mais vas-y, lance-toi dans un truc manuel. Non, on t'oriente plutôt vers des études basiques. Donc ce que j'ai fait une année d'éco-gestion. Ça me plaisait pas trop. Donc ensuite, j'ai fait du droit pendant 3 ans. J'ai une licence de droit public. Et alors c'était hyper intéressant parce qu'on apprend plein de choses et j'adore apprendre. J'aimerais bien faire encore plein d'études parce que j'ai envie d'apprendre plein de trucs, mais bon, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter. Et après les 3 années de droit public, je me suis dit mais en fait c'est hyper intéressant, mais en fait ça me saoule. C'est pas ce que tu c'est voulais pas ce que faire, je veux faire. Et je créais déjà à l'époque des bijoux. Mais pour moi, en fait, j'allais dans les brocantes, j'achetais des petites pièces qui me plaisaient, je démontais tout, je coupais tous les fils, j'enlevais tous les anneaux, je gardais que les jolies perles, je les mettais à tremper dans de l'eau avec du vinaigre blanc, enfin je nettoyais tout, je récurais avec une petite brosse à dents et je remontais des bijoux. Je faisais ça pour moi, des copines qui m'en achetaient un petit peu, mais je m'étais jamais dit que ça serait peut-être un jour mon métier en fait. Ça a toujours été un peu en fond d'écran pendant toujours de fabriquer des petits bijoux comme ça. Et du coup, j'ai arrêté mes études de droit parce que je sentais vraiment que j'étais pas à ma place. Et pendant 1 an, j'ai fait une année de mise à niveau en art appliqué. Ok. Parce que c'était vraiment là où je voulais être. C'était quelque chose de manuel, de créatif. Je savais pas encore quoi exactement. Et donc, c'est ça que j'ai fait pendant 1 an. Et ensuite, j'ai fait un BTS de décorateur merchandiser. Donc, à la base, ma formation, c'est décoratrice et merchandiser. Donc, faire les vitrines des magasins, tout ça. Ok. Voilà. Et pendant ce BTS, j'étais en alternance donc dans une grande enseigne dans une enseigne de la grande distribution. Et du coup, je sais pas si je peux citer le nom ici. Si tu peux. J'étais donc c'est beaucoup moins glam que les bijoux, mais les gens étaient très sympas. C'est chez Leroy Merlin. Et je bossais là-bas en fait à la com. Donc je me suis retrouvée un peu pas dans le bon service finalement parce que je faisais de la déco et je bossais à la com. Et comme souvent quand tu fais de l'alternance, t'es pas toujours raccord à 100% avec entre l'émission que te donne la boîte et toi ce que tu fais dans ton entreprise. Mais c'était quand même vachement intéressant. Je faisais un peu de com avec les opérations commerciales en magasin, chef de projet avec quelques événements qu'on organisait au national sur Leroy Merlin, donc ça c'était cool.
Ensuite, j'ai été embauchée en CDI là-bas et au bout d'un an, donc ça faisait 3 ans que j'étais là-bas, j'en ai eu un peu marre, pas marre de Leroy Merlin, l'équipe et tout, c'était hyper sympa et c'était vachement formateur parce que on bosse avec énormément de monde, c'est un grand siège, je bossais avec beaucoup d'agences, donc chef de projet, un petit peu chef d'orchestre de tous ces gens qui étaient autour de moi, et donc ça t'apprend en fait à faire plein de trucs, à être autonome, comment dire, je trouve pas mon mot. À orchestrer un petit peu tout un petit monde et là je me suis dit bon en fait j'en ai marre d'être une aiguille dans une botte de foin. C'était plutôt ce sentiment là que j'avais et donc je continuais à créer mes bijoux et là donc je me décide à tout quitter pour me lancer. D'accord. Voilà. Donc j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle, donc ça c'était très cool. Ça m'a quand même permis de voir clair pendant 2 ans, parce que du coup ça assure aussi tes arrières. Tu vas pas te lancer comme ça avec zéro. Avec zéro, rien. Enfin c'est toujours flippant, même si j'avais pas d'enfant à l'époque. Bon, tu dois quand même payer ton loyer, quoi. Ouais. Donc voilà, je me suis lancée. Une première année où tu tâtes le terrain. Enfin voilà, en fait moi j'y vais un peu au feeling. J'avais pas vraiment fait de business plan comme on entend parfois. Tu montes un truc de ouf et tout. Voilà, j'avais envie de faire ça. Je savais que ça marchait. J'avais déjà quelques clientes. Et donc je me suis dit allez on tente et puis au pire si ça marche pas, je retrouverai du boulot ailleurs, c'est pas grave. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Oui, je me rappelle parce que moi je crois que ma petite sœur elle m'avait offert des bracelets, c'est les petits joncs que tu fais qui sont martelés et tout ça. Et c'était il y a bien 5 ou 6 ans, tu vois. Donc c'était vraiment au tout début. Ouais. Et du coup, comment t'as fait pour te faire connaître comment t'as réussi à quelque part à communiquer autour de ce que tu faisais? En fait, pardon. Au début, quand je me suis lancée, j'habitais dans un petit appart. Donc, clairement, j'avais peu de place pour m'installer. Et j'étais déjà avec Romain. Lui, il en avait un peu marre de voir mes bricoles dans tous les coins de l'appartement. Et j'ai une copine qui installait une boutique à la Madeleine, dans le centre-ville, et qui avait une super chouette arrière-boutique. Et elle avait besoin de mettre aussi du beurre dans ses épinards. Elle m'a sous-loué son arrière-boutique. Et donc, ça tombait à pic parce que moi, j'avais de l'espace. Et elle mettait du beurre dans ses épinards, donc c'était cool. Et du coup, là, j'ai pu commencer en fait à recevoir des clientes dans mon arrière-boutique. Donc c'était un peu le même principe qu'ici, mais sauf que c'était une arrière-boutique et que je démarrais, donc j'étais beaucoup moins connue. Mais les clientes, elles aimaient bien venir dans l'atelier, voir comment je fabriquais, comment je faisais. Et donc ça, c'était assez chouette. Mais c'est vrai que ça avait quand même ses limites. Parce que comme j'étais derrière une boutique, en fait, les clientes, elles rentraient, elles sortaient comme une boutique finalement. Ouais. Alors qu'ici, il faut prendre rendez-vous. Et c'est compliqué d'être à la vente, à la fabrication, sur le site internet, d'avoir toutes les casquettes. Et clairement, la casquette vente, même si j'adore rencontrer les clientes, je pouvais pas l'assumer 5 jours sur 7. Ouais. Parce que pendant que je papote avec la cliente, en même temps, derrière, je fabrique pas, il y a personne qui fabrique pour moi. Et en plus, j'ai eu Romy il y a 4 ans et je me suis vite rendu compte que des horaires de commerçant, parce que du coup, j'avais des horaires de commerçant, c'était pas compatible avec la vie de famille. Enfin, c'est compatible, mais en tout cas, c'était pas le projet que moi j'avais à la base de me dire je crée mon entreprise, je vais aussi profiter de mes enfants. C'était pas comme ça dans mon projet de vie. Et du coup, j'ai quitté l'arrière-boutique, donc pour ces 2 raisons-là principalement, et je me suis installée à la maison. J'ai installé un atelier à la maison. Donc c'est vrai que c'était très pratique parce que j'étais à la maison, j'avais remis en nounou quand j'en avais besoin. Et j'ai donc pour répondre à ta question de comment je me suis fait connaître, au début je me suis fait connaître à l'atelier à la Madeleine. Il y a beaucoup de bouche à oreille, mine de rien, ça fonctionne assez bien. Il y avait beaucoup de mamans, qui passaient, qui faisaient des cadeaux d'anniversaire. Donc comme ça je me suis fait connaître. Et ensuite le challenge, ça a quand même été de garder toute cette clientèle qui venait à la boutique atelier sur mon site internet, parce que je me suis installée chez moi, mais je recevais pas les clients de chez moi. C'était c'était dans une chambre là-haut, c'était juste impossible. Donc ça a été quand même une grosse remise en question, parce que j'avais, mine de rien, je vais te dire une bêtise, mais je crois que je devais avoir 70% de ma clientèle et de mes ventes, de mon chiffre d'affaires qui étaient réalisés sur place dans l'atelier, ouais. Donc, du coup, mais j'avais pas d'autre solution. Il fallait vraiment que je bouge parce qu'en fait,
ce que je raconte pas trop souvent sur les réseaux, c'est que mon mari, il travaille en Belgique, donc je suis souvent toute seule en fait. Et le soir, je me suis dit, moi j'ai pas envie de payer une nounou qui va chercher mes enfants à l'école. Pour moi, rentrer, si t'as des horaires de commerçant, tu finis à 19h. Ouais, c'est hyper tard. Au mieux, si t'as personne qui traîne un peu, tu rentres chez toi à 19h30, ça me paraissait vachement tard, et c'est pas ça que je voulais. Et du coup, je bossais aussi le samedi. Et donc déjà, on se voit pas la semaine. Si moi en plus je suis pas là le samedi, je me suis dit non, ça va pas, l'équilibre il va pas être bon. Donc pour toutes ces raisons, du coup, je suis rentrée à la maison. Et là, le challenge, ça a été de mettre la gomme sur le site internet et sur les réseaux sociaux, parce que pendant tout le temps où j'étais à l'atelier de la Madeleine, j'avais pas le temps de faire du réseau social, de faire du Instagram, du Facebook, de faire du référencement de site internet. J'avais un site internet, il était à jour, il était propre, mais il n'était pas du tout optimisé. Il aurait pu être mieux fait. Les réseaux, j'y étais, mais sans y être vraiment à fond, parce que toujours pareil, je fabrique, je vends, j'achète. Il y avait trop de casquettes en fait en même temps. Et donc voilà. Et du coup, retour à la maison, mettre la gomme sur les réseaux pour tout remettre en route. Et donc j'ai réussi à faire à faire repartir quand même le site internet à la maison. Donc ça c'était cool, j'étais contente. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, parce que ça veut dire aussi faire plus de photos, parce que les clientes qui voient sur internet le bijou, c'est pas pareil que quand elles viennent à l'atelier. Elles ont besoin d'avoir plus de détails, d'une photo plus jolie. Du coup, apprendre à moi-même toute seule faire des photos, mieux m'équiper, enfin tout ce genre de choses quoi. Et puis plus de présence aussi sur les réseaux. Oui, forcément. Ouais. Oui, puis après tu fédères ta communauté au final. C'est ça. Et là maintenant, t'as quand même une jolie communauté derrière toi qui suit tes nouveautés, ce que tu présentes sur ta page Instagram. Je me rends pas compte de toi, tu vois, qu'est-ce que ça représente dans les ventes que tu fais. C'est vraiment un gros canal en direct pour toi. Alors Instagram, c'est quand même un gros levier pour moi, parce que je sais que quand je vais poster une nouveauté en story ou en post, je vais la vendre assez rapidement dans la demi-journée qui va passer, ou quand je vais être plus présente, je vais avoir plus de trafic sur mon site, et si je suis moins présente, j'ai moins de trafic sur mon site. Ça c'est évident. Après heureusement, j'ai quand même du trafic qui vient hors Instagram, beaucoup de clientes qui arrivent en direct parce qu'elles connaissent la marque et qu'elles avaient prévu d'acheter un truc chez moi, et voilà. Mais c'est vrai que Instagram, c'est aujourd'hui incontournable pour moi et pour la façon dont j'ai monté le business en fait. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis je reste plus à la maison, je me remets en atelier, mais un atelier où du coup là, toi, t'es maître de ton espace, de tes horaires, de ce que tu fais, de ton organisation, quoi. En fait, j'ai donc travaillé 4 ans à la maison, et j'ai eu une petite... pendant le premier confinement, donc j'ai accouché, on était confinés depuis 2 semaines à peu près, et là, déjà, j'en avais un peu marre d'être à la maison. Et donc du coup, quand j'ai accouché, il a fallu laisser la chambre qui était mon atelier au bébé. Donc on a créé une petite extension en bas où j'avais quand même mon espace, j'étais hyper bien installée, mais mine de rien, j'avais que 5 mètres carrés et j'étais hyper à l'étroit. Dès que je voulais faire une photo, il fallait que je débarrasse toute la table de salle à manger pour installer mon stand photo avec mes tissus, avec mes décos. Les filles, elles rentraient de l'école, et puis il fallait que je range tout. Enfin, ça me pesait vraiment beaucoup. Et je pense que aussi l'année de confinement, on a tous pété un câble. On avait tous marre de nos maisons. On avait tous marre de notre maison. Et en fait, je me retournais et je me levais pour aller me faire un café. Et là, je passais devant le chariot de marche, la poupée, le truc pas rangé. J'entends la lessive qui s'essore. Tous ces trucs-là que, en fait, je vivais depuis 4 ans, que les gens, du coup, ont vécu tous pendant 1 an. Je pense qu'ils peuvent comprendre le ras-le-bol au bout de 4 ans de tout ça, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, ok, il faut que je bouge, il faut que je sorte, parce que je pète un câble. Et en fait, je suis plus efficace, et je sens que j'ai besoin de aussi pouvoir recevoir des gens, enfin m'ouvrir à d'autres horizons, ce que je peux pas faire chez moi en fait. Oui, donc voilà, je me suis dit, avec un espace à moi plus grand, ça va m'ouvrir des portes et des fenêtres et des écoutilles, ailleurs. Oui. Et du coup, j'ai pris la décision de prendre cet appartement. J'ai eu l'opportunité, en fait, c'est hyper bien tombé. Et donc voilà, je me suis installée ici. Super. Donc un peu en retrait des clientes, ça me laisse mon temps pour fabriquer, mais je peux quand même les recevoir et papoter et les conseiller, parce que ça, c'est quand même très cool, sur rendez-vous. Donc c'est le bon compromis, en fait.
Ouais, non, c'est chouette d'avoir ces créneaux ouverts et comme ça, du coup, voilà, tu sais, tu peux dédier ton temps finalement à chacune de tes casquettes. C'est ça. C'est moins fouillis et c'est plus, plus confortable. Et voilà, s'il y a une journée où je sais que je vais faire de la production à fond, je vais pas prendre de rendez-vous. Et puis là, toute la journée, j'ai la tête dans le guidon sur le bureau et je suis pas interrompue, quoi. Et comment tu gères, du coup, ton temps? Parce que moi, tu vois, je vois dans mon travail, je m'occupe des réseaux sociaux. Voilà, sur une partie de l'activité, ça me prend un temps infini, cette production de contenu. Après, dans mon job, c'est hyper normé, etc. Donc voilà. Mais du coup, pour toi, tu postes quand même beaucoup de stories sur Instagram, tu fais régulièrement des posts, etc. Est-ce que ça te demande un temps important ou tu arrives à optimiser finalement ce temps-là? C'est sûr que ça demande quand même du temps. J'essaye de... en fait, il y a des jours où je suis plus active, des jours où je suis moins active, parce qu'il y a des jours où j'ai moins le temps. Et je pense que je pourrais encore plus optimiser. Ça, c'est sûr, parce que parfois, je me dis, mince, ça fait 1 heure que je suis dessus. Et en fait, pour un contenu... voilà, qui est cool, mais finalement, est-ce que ça vaut 1 heure de temps? Je suis pas certaine. Mais en fait, de toute façon, c'est la limite de travailler toute seule aussi. Je fais tout toute seule, et du coup, il y a certaines choses que je pourrais faire plus vite ou mieux ou différemment si j'étais avec quelqu'un. Mais bon, là, je suis toute seule et j'essaye d'être optimisée au maximum. Mais je sais que parfois, ça me prend un peu de temps, mais c'est important. Et après, sur le volet création, dans les bijoux que tu crées, comment ça se passe? Enfin, comment t'imagines? Est-ce que tu dessines? Comment tu fais? En fait, j'ai vraiment axé la marque sur la personnalisation. Déjà depuis, depuis les gens que tu as reçus en cadeau par ta sœur, j'avais vu les petits systèmes de tampons, d'estampes en acier pour graver à la main aux États-Unis il y a 5 ans. Et ça n'existait pas vraiment encore en France. Je me suis dit, tiens, c'est marrant ce machin, hop, je la jette, ça va pas coûter très cher. J'avais acheté 2-3 bricoles à l'époque et pour faire les premiers joncs, et ça a hyper vite pris. Donc après, j'ai développé, j'en ai acheté plus, enfin, j'ai vraiment étendu la gamme et tout. Et du coup, je me rends compte que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Et mine de rien, des créatrices de bijoux, il y en a vraiment beaucoup. Pour se démarquer, il faut faire quelque chose qu'on voit pas ailleurs ou qui est différent de ce qu'on voit ailleurs. Et en fait, je me rends compte que la gravure sur les médailles et sur les bijoux, c'est vraiment ça que les clientes recherchent le plus. Donc du coup, en fait, je réfléchis toujours à le bijou, il a une histoire, il raconte quelque chose. La cliente, elle l'achète pour offrir ou pour elle, en mettant les initiales de ses enfants, ou alors en mettant girl boss parce que c'est une girl boss de ouf et qu'elle offre à sa copine qui vient de monter sa boîte. Enfin, il peut y avoir plein de significations différentes. Et du coup, je me dis toujours, qui va le porter? Comment ça va être porté? Qu'est-ce qu'on pourrait noter dessus? J'essaye de réfléchir un peu à l'histoire que pourrait avoir le bijou. Et du coup, c'est comme ça que viennent les idées en général. Oui. Donc finalement plus au fil de l'eau et en te mettant à la place dans la peau de ta C'est ça, dans la peau de la cliente. Ou parfois, c'est même des clientes qui me suggèrent l'idée. Elles me disent, moi j'aime bien ça, mais j'aimerais bien avec ça, c'est pas possible et tout. Je me dis, bon alors attends, je regarde. C'est pas mal cette idée. Et finalement, ça me donne d'autres idées en écoutant les clientes parfois. Ok. Donc, Et tu dis donc ça que tu es toute seule, mais en même temps, je pense que voilà, comme pas mal d'entrepreneurs, des fois on est un petit peu seul. T'as aussi, j'imagine, des personnes autour de toi, hors de ta famille, enfin, ton mari qui te soutient, mais après qui sont à tes côtés pour t'accompagner, avoir un regard un peu extérieur sur ce que tu fais. Ouais, heureusement j'ai une équipe de copines qui sont toutes à leur compte. Oui. En fait, on a créé ça pendant le confinement. Enfin, je m'approprie pas le truc. C'est Charlotte du restaurant Chic on Choc, Chic on Pressé, pardon. Chic on Choc, c'était le nom de son blog, qui a créé un groupe pendant le confinement, un peu pour tous se soutenir, parce que tout le monde avait un peu la déprime. Enfin, c'était la cata. C'est parti bêtement avec un truc genre on a fait un loto avec une grille, je sais même plus trop. Et finalement, ce groupe, il est resté, il a pris, et puis maintenant, on se papote tous les jours dans le groupe pour des questions business, des questions perso, enfin ça. Ou alors il y a 3 ou 4 jours parfois où ça papote pas du tout. On essaye de se faire des petits rendez-vous un coup de temps en temps pour se faire un café ou un apéro entre copines. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa parce que ça permet de papoter business avec des gens qui sont pas dans notre business, parce que parfois on a la tête dans le guidon et on se rend pas compte de trucs qui sont évidents. On se dit ouais, c'est vrai, t'as raison, en fait, pourquoi j'avais pas pensé? Mais heureusement que je papote avec toi.
Et ça fonctionne avec ce groupe de nanas-là, mais en fait, ça fonctionne avec n'importe qui tout le temps. La dernière fois, je reçois une cliente qui a aussi une boutique à elle. Elle revend des robes de mariée de créateurs, et on papote, ça a duré 1 heure. Et du coup, même ce genre d'échange-là, c'est hyper riche. Et en général, je trouve que quand même dans le Nord, les entrepreneuses sont plutôt sympas. Je suis jamais tombée sur quelqu'un de méchant ou de désagréable, et assez riche d'échanger, de partager, de donner ses tips, ses infos. Et je trouve que tout ça, c'est hyper enrichissant en fait. Donc même parfois sur les réseaux, je papote avec d'autres filles qui ont leur marque de plein de choses différentes pour enfants, des trucs, de la déco, même des bijoux. Et ça enrichit et ça nourrit aussi notre propre business, parce qu'en parlant avec des autres, on se rend compte que on se dit ah ouais, ça c'est vrai, c'est pas mal que tu fais ça comme ça, et c'est comme ça que parfois on met le point sur des petits trucs qu'on faisait pas dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, le partage, c'est essentiel, en fait. C'est clair, surtout quand on est tout seul. Oui. Ouais, et du coup, aujourd'hui, je partage aussi mon quotidien avec ma coloc, parce que je sous-loue une partie de cet espace. Et du coup, c'est trop bien, parce que tous les jours, on échange. Au-delà de sous-louer l'espace, en fait, on boit un café, on mange le midi à 2. Et là aussi, on partage vachement. Et en plus, elle fait du marketing digital, donc elle a un œil aussi différent sur ce que je fais. Et ça, c'est hyper enrichissant aussi. Ouais, c'est clair. Et comment toi tu arrives à voir un petit peu la suite de ce que tu as envie de faire pour Atelier Moustache? Bon, il y a eu le changement de nom qu'il y a eu il y a quelques mois. Déjà, pourquoi tu as voulu changer de nom? Et après, qu'est-ce que tu as envie de faire pour ta marque? Alors, en fait, pourquoi j'ai changé de nom? Tout début, ma marque s'appelait Une Moustache dans l'atelier, hyper bêtement, parce que quand j'ai créé ça, je pensais jamais... Si, je l'espérais, mais sans en être sûre d'en arriver là un jour. Ouais. Je me suis dit, comment je vais appeler ça? J'ai pas vraiment d'idée. En fait, j'avais un chat qui mettait tout le temps ses pattes sur mon bureau et ses moustaches partout. Et donc, je me suis dit, ok, le chat, la moustache du chat, c'est marrant, le chat, c'est cute. Hop, une moustache dans l'atelier avec la petite moustache. J'ai dessiné un petit logo sur Illustrator et c'était envoyé, c'est pesé, quoi. Un peu toujours au feeling. On en revient toujours au même, au feeling. Et là, voilà, la marque, elle a évolué, elle a grandi. J'ai changé la gamme aussi. Maintenant, je propose des bijoux qui sont dorés à leur fin. Je bosse avec un doreur parisien. Donc, je suis montée en gamme. Et je trouvais que le logo, il était plus vraiment raccord avec le nouveau step que j'ai fait avec la marque, avec la qualité des bijoux que je vends. Et puis même le nom Une Moustache dans l'atelier, c'était long. Et enfin, c'était long à dire, ça m'allait plus. Mais je pouvais pas non plus complètement changer d'identité, parce que l'atelier moustache, la moustache, enfin les gens m'appellent la moustache, c'était pas possible de me défaire de ce nom-là. Donc du coup, j'ai raccourci en Atelier Moustache. Ouais, c'est plus simple, plus court, ça sonne plus, je sais pas comment dire, mais voilà, c'était peut-être plus artisanat, enfin voilà, différent. Ouais, ça fait moins enfantin en fait. Je sais pas comment expliquer, mais donc du coup, j'ai demandé à une graphiste de rebosser ma charte graphique et mon logo. Donc ça, c'était aussi sympa d'avoir un point de vue extérieur sur le logo, et puis aussi la patte de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Oui, carrément. Et du coup, sur tes fournisseurs, donc tu travailles avec un atelier parisien pour la dorure de tes bijoux. Ouais. Où est-ce que tu te fournis? Comment ça marche? En fait, j'ai fait les salons plusieurs fois pour trouver. Ouais. C'est compliqué de trouver des fournisseurs et de trouver les bonnes personnes, parce que tu tapes pas grossiste fourniture bijoux sur internet et tu tombes sur les gens tout de suite. Non, j'imagine. C'est hyper compliqué. Donc moi, principalement, j'achète des pièces en laiton en Europe. Ensuite, je fais aussi fabriquer certaines pièces à Paris. Par exemple, il y a des nanas qui fabriquent que de l'anneau, que des pièces rondes. Donc là, par exemple, tout ce qui est jonc, torsadé et tout ça, voilà, je dis moi je veux un jonc torsadé, plat, arrondi, et elle me fabrique ça. Ensuite, j'envoie tout à l'atelier de dorure à Paris, qui soude parfois certaines pièces quand je dois sur un anneau, enfin rajouter une petite pièce. Eux, ils me font un peu de soudure. Je fais pas de soudure du tout ici. Et puis donc cet atelier parisien aussi dore toutes les médailles. D'accord. Toutes les médailles que j'achète, les plates, les rondes, les médailles en forme d'oiseau, enfin vraiment toutes les pièces dorées que j'achète, elles passent chez le doreur.
Sauf les chaînettes que j'achète chez un autre fournisseur qui sont déjà dorées et qui ont une qualité de dorure encore plus importante parce que vraiment la chaînette c'est ce qui s'abîme le plus parce qu'il y a beaucoup de frottement, il y a beaucoup de transpiration et ça peut abîmer le bijou, donc je l'achète chez un fournisseur qui dore lui-même et dont la qualité est top, donc ça c'est cool. Et ensuite, je m'éparpille dans ta... C'était quoi la question? Il fallait revenir où? C'était pour en revenir à ce que tu voulais faire après. Comment tu voyais la suite d'Atelier Moustache? Non, tu m'avais demandé les fournisseurs. Comment tu les trouves? En fait, voilà, tu vois, par exemple, le doreur, je lui dis, j'ai besoin de faire ça. Est-ce que tu connais un fournisseur? Et puis le fournisseur, le doreur me file le nom d'un fournisseur. Enfin, après, une fois, après, t'en as 3-4 et t'as pas besoin de 50 000. S'ils conviennent, ils conviennent, quoi. Et par contre, pour tout ce qui est perles en... Ah oui, voilà, ça va arriver. Voilà. Ça va rejoindre la fin de ta question. On y vient. Pour tout ce qui est perles en verre, donc là, clairement, je me fournis en Chine parce que de toute façon, en France, tu peux les acheter, mais elles viennent de Chine. Donc, c'est fabriqué en Chine, les perles en verre. De toute façon, du verre, c'est du verre, il n'y a pas de mystère. Et là, par contre, je voudrais développer vraiment la gamme lithothérapie, toujours pour en revenir au sens du bijou et vraiment que le bijou, il parle à quelqu'un et qu'il raconte une histoire. Et en fait, j'ai commencé à faire un petit peu de gris-gris avec des pierres de lithothérapie. Donc, j'ai trouvé ça hyper sympa et les clientes, elles ont été vraiment réceptives à ça. Donc, je voudrais vraiment développer plus la gamme lithothérapie, donc en rajouter aux bijoux personnalisés. D'accord. Toujours pour vraiment avoir un bijou qui parle et en plus qui soigne. Ça serait présomptueux de dire qu'il soigne, mais qui a un sens encore plus important que juste l'écriture. Mais là, du coup, tu dois trouver des fournisseurs de pierres. C'est encore différent, du coup. Là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la jungle, parce qu'en fait, il y a de tout et de rien. Tu trouves des trucs, c'est écrit pierre, mais bon, tu sais pas vraiment d'où ça vient. Des diplômes de gémologue, ça existe, mais c'est pas non plus hyper encore connu. Mais il s'avère que j'ai quelqu'un dans mes contacts qui s'y connaît hyper bien en gémologie, donc c'est cool et j'ai bien hâte de commencer à travailler là-dessus. Ouais, tu m'étonnes, c'est chouette. Et après, tu vois, il y a un aspect de ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Tu vois que tu partages ta vie de famille avec tes enfants et tout ça. Est-ce que c'est un choix que tu as fait assez vite de dire finalement, pour moi, c'est un tout? Et donc pour ma communauté, c'est aussi un tout. Finalement, Julia, la créatrice de bijoux, la maman, etc., c'est tout. En fait, je me suis rendu vite compte que, si tu veux, les abonnés, quand je partageais un petit peu ma vie, j'avais vite des réactions sympas. Et en fait, finalement, les gens, ils s'attachent un peu, je pense, au personnage que je représente. Parce que je me dis, en fait, j'ai choisi d'incarner la marque. Voilà, l'atelier moustache, c'est Julia. Il y a beaucoup de marques où tu sais pas qui est derrière. C'est une stratégie de com différente, mais moi, c'est vrai que ça s'est fait un peu tout seul, un peu par hasard. Je pense, ça s'est fait déjà au début parce que les gens venaient déjà dans mon atelier, donc ils me voyaient moi. Ensuite, je me suis rapatriée à la maison, donc je me suis vite mise en scène, c'est vrai, et ça s'est fait tout naturellement. En fait, j'ai pas vraiment réfléchi à ça, et puis je vois que ça plaît aux abonnés, ça plaît aux clientes, et en fait je montre vraiment l'envers du décor, donc il n'y a pas de mystère, il y a pas de, on sait pas trop comment c'est fait, non, je vous montre tout, et je pense que ça plaît aux gens, surtout en plus là depuis le confinement où vraiment je trouve que les gens ils essayent de consommer plus local, ou même ne serait-ce que les artisans ou les commerçants locaux tout simplement. Donc je pense que ça joue aussi là-dessus, et puis le fait de montrer un peu mon quotidien, au début je pense que j'ai fait ça parce que j'étais toute seule chez moi et je pétais un câble, et du coup je me suis dit c'est un peu mon défouloir de parler à Instagram, j'ai l'impression de parler à quelqu'un parce qu'il pouvait y avoir des journées où je parlais à personne. Ouais, c'est clair. Je parlais à mes enfants, alors je les aime très fort, mais ça tourne vite en rond les discussions, et du coup et je me dis faut que je parle à quelqu'un parce que sinon je vais devenir cinglée, donc je leur parle en fait. Et du coup c'est parti comme ça, et puis voilà, je me suis pas arrêtée. Ouais, non, c'est vrai que c'est même pas sur le consommer plus local, je suis tout à fait d'accord. Moi je sais que ces confinements, même sur globalement l'impact qu'on peut avoir sur la planète de façon générale, ça a vraiment fait changer moi ma façon de consommer, ma consommation au quotidien. Et du coup, toi, dans tes clientes, ok, toi, t'es sur l'île, mais maintenant, du coup, tes clientes, elles sont partout en France, t'es un petit peu en Belgique, ça...
Alors effectivement, j'ai quand même une bonne partie de ma clientèle qui est dans le nord de la France, on va dire Hauts-de-France, là, 6259. Parce que je pense à la base, parce qu'au départ, je me suis installée à la Madeleine et que du coup, j'ai rayonné localement. Ensuite, je fais souvent aussi beaucoup de partenariats avec des nanas de Lille, donc du coup, qui ont aussi une communauté locale. Mais effectivement, mon site internet, je vends dans toute la France, vraiment partout. Je vends un peu en Belgique, là en Italie récemment. Bon, pas tous les jours, mais ça arrive. En Suisse aussi, en Allemagne, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Donc voilà, et c'est vrai que mais même sur le site internet, je vends beaucoup dans le Nord en fait, et dans le Pas-de-Calais. Je pense que je dois avoir 60% des envois que je fais qui sont dans ici, qui sont dans le 59 ou dans le 62. C'est marrant, mais et tout le reste dans France, tout partout en France. Et je voulais redire sur ce que tu avais dit au tout début quand tu parlais de ton orientation à l'école. Et est-ce que tu penses... C'est vrai que moi, je me rappelais quand j'étais aussi au collège ou au lycée, tout ce qui était métier manuel était quand même pas hyper valorisé, voire même dévalorisé. Même si maintenant, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Enfin, on voit des personnes qui ont fait des bacs plus 5, des machins qui finalement se réorientent plutôt dans l'artisanat, la boulangerie, la création, etc. Est-ce que tu crois que le regard évolue sur les métiers manuels ? Oui, je pense que le regard est différent que... Effectivement, moi, quand j'ai eu le bac, il y a 15 ans ou 16 ans peut-être, les métiers manuels, c'est vrai que c'était un peu regardé montrer du doigt, quoi. Et du coup, on nous engageait pas du tout à faire de la réorientation là-dedans. Et c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression, ou en tout cas, que c'est même hyper valorisé, en fait. Le fait que ce soit local, que ce soit fait à la main, je trouve que ça, les gens, je sais pas, ils ont pris conscience peut-être ou pas du prix de la main-d'œuvre ou de l'importance que ça a de... Je sais pas, l'amour que les gens peuvent mettre dans ce qu'ils fabriquent ou j'en sais rien, mais effectivement, le regard est différent de il y a 15 ans, ça c'est sûr. Ouais, c'est certain. Avant, c'était vraiment genre, oulala, tu as fait de la pâtisserie, je sais pas, tu sais, n'importe quel métier manuel, c'était vraiment... T'avais l'impression que c'était pour ceux qui savaient pas ailleurs, qui savaient pas réfléchir, voilà. Ouais. Mais sauf qu'en fait, c'est pas parce que tu fais un métier de tes mains que tu sais pas réfléchir. Bah non, y a rien à voir. Au contraire, on est multicasquette. Tu vois, que ce soit de la bijou ou de la pâtisserie ou n'importe quoi d'autre, d'artisanat, vente, fabrication ou cuisine ou je sais pas quoi, tu fais tout en fait. Tu fais la fabrication, la ressource de fournisseurs, la photo, la diffusion sur ton site internet, la compta, voilà, 1000 trucs. Et tu dois savoir tout faire. Tu dois savoir tout faire, c'est ça. C'est ça, le référencement de ton site internet, si tu veux rayonner nationalement avec ton site, un peu du coup, alors là, moi je suis partie de zéro, je savais rien faire du tout. J'ai appris à faire toute seule. Donc non, effectivement, on sait réfléchir. Et est-ce que tu avais déjà pensé à rejoindre, des réseaux d'entrepreneurs, je pense par exemple aux défis ou des choses comme ça, qui donnent un petit peu de soutien, tu vois, pour accompagner ceux qui lancent leur entreprise, il y a des trucs de prêt d'honneur, des choses comme ça, pour ceux qui se lancent au début, et même après, tu vois, un peu qui font du coaching aussi. Écoute, franchement, non, j'ai jamais vraiment pensé à ça, parce que quand je me suis lancée, il n'y avait pas encore trop de réseaux d'entrepreneurs comme ça, il y a 5-6 ans, c'était pas encore hyper développé. Effectivement, maintenant, c'est plus développé, mais en fait, j'ai déjà mon réseau de copines. Ouais, finalement, toi, t'as grandi toute seule. Et puis, mine de rien, pour faire partie de ces... Alors, je dis pas que j'ai pas le temps et que les autres ont le temps, mais il faut avoir du temps, et j'ai pas beaucoup de temps, et je me dis, j'arriverai pas à me tenir à des réunions hebdomadaires ou mensuelles, ou je sais pas quoi, et du coup, si c'est pour être absent tout le temps, ou pas... j'ai pas encore pris le temps de me pencher là-dessus. Et puis c'est vrai que comme je suis déjà hyper soutenue, que ce soit dans ma famille ou par mes amis, j'ai un réseau qui pour l'instant qui me suffit, quoi. Est-ce que du coup tu as eu ton activité qui a cru comme ça, hop, assez progressivement, ou tu as eu des moments, je sais pas, peut-être un nouveau bijou que tu as créé, quelque chose où il y a eu un changement, ou est-ce que tu as eu des pics en fait dans ton activité, des moments où
t'as lancé quelque chose de nouveau et en fait ça a vraiment créé beaucoup de nouvelles commandes. Enfin, comment ça s'est fait pour toi? En fait, le pic numéro 1, ça a été vraiment le jonc à message. Là, clairement, en fait, j'ai vite fait. J'ai vite eu l'idée du jonc à message quand j'ai démarré. Voilà, il y a eu une première année où je trouvais un peu les fournisseurs, comment tu vas t'organiser, voilà, comment tu vas communiquer. C'était un petit peu, pas patauger, mais voilà, j'étais dans le flou. Et j'ai lancé le jonc à message et ça a cartonné direct. Je sais pas, j'en ai vendu à l'appel. J'avais plus de bras, je devais taper au marteau à Noël. Parce que moi, Noël, c'est vraiment un gros mois, un mois et demi de intense fabrication. Et la tête dans le guidon, je dis toujours que je vois plus la lumière du jour. Et ça a été vraiment hyper intense sur le jonc. Et donc ça a vraiment lancé la première fois. Ensuite, j'ai eu un petit creux, alors pas à cause d'une création qui n'a pas fonctionné, mais comme je te racontais tout à l'heure, quand je suis partie de l'atelier et que je suis rentrée à la maison, je me suis réinstallée à la maison, forcément il y a eu un creux dans le chiffre d'affaires parce que 70% du chiffre d'affaires il s'est évaporé, quoi. Donc là il a fallu remettre la gomme sur les réseaux, sur le site internet, sur une communication différente. Et ensuite, on va dire que j'ai relancé... Enfin, vraiment, ce qui a relancé la machine, c'est quand j'ai décidé de faire des médailles. Avant, il n'y avait que les joncs gravés. Et je me suis dit, en fait, c'est trop bête. Je peux graver plein d'autres choses et je vais graver des médailles. Et donc, vraiment, quand j'ai commencé à faire des médailles avec des sautoirs gravés, avec des bracelets gravés différemment que sur un jonc, parce que le jonc, ça peut pas plaire à tout le monde. Là, j'ai vu une différence aussi, ça a vraiment pris. Et puis surtout, le jonc, c'est du laiton. Donc, même si c'est une matière qui résiste très bien au temps, c'est une matière qui se patine et qui plaît pas forcément à tout le monde. Par contre, toutes les médailles, c'est doré à leur fin. Donc, je suis passée sur aussi un matériau différent, une prestation différente, une gamme de prix différente. Et du coup, c'est vrai que la cliente, elle achète un bijou en se disant, c'est une belle histoire. Le bijou, il reste et il survit dans le temps, quoi. Donc, ça, elle a adhéré, les clientes, elles ont adhéré aussi à la montée en gamme, finalement, de ce que j'ai proposé. Et je me rappelle aussi, c'était cet été, je crois, tu avais fait une petite... c'était en story sur le temps qu'il faut pour faire un bijou. Et c'était sur une des bagues, c'est ça. Et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte du temps. Alors des fois on peut, imaginer qu'il faut beaucoup de temps, mais en fait heureusement qu'il ne faut pas autant, parce que sinon je serais pas rentable. Oui, d'ailleurs notamment il y avait des clientes qui avaient répondu mais je sais plus, genre 3 heures. Et en fait effectivement 3 heures ça paraît pas si long pour certaines personnes, mais la bague elle est vendue 47 €. Donc imagine si 3 heures, sans compter le prix que coûtent les matériaux, parce que tout est doré à leur fin, même le fil que j'utilise pour enfiler les perles, il est doré à leur fin. Donc le prix déjà de base plus les 3 heures, en fait dans ma poche il y a moins 10 €, quoi. C'est impossible. Et en fait c'était 45 minutes. Cette bague vraiment pour la créer, si je galère et que j'ai un petit couac, 45 minutes. Donc c'est déjà pas mal. 45 minutes pour 3 heures, c'est pas... 45 minutes pour 3 heures, qu'est-ce que je dis? 45 quoi 45 minutes pour une bague que je vends 47 €, c'est pas non plus déconnant. Et en fait, si tu veux, je lisse un peu le prix de vente des créations et par rapport au temps que je passe dessus. Parce qu'il y a des créations que je peux vendre presque le même prix, sur lesquelles je vais passer que 10 minutes. Parce que c'est beaucoup plus rapide à faire, parce qu'il y a moins de fils, il y a moins de choses à enfiler et tout. Donc en fait... c'est lissé. Je peux pas dire à la cliente la bague elle coûte 150 € et le collier comme il est 3 fois plus rapide à faire, il coûte 40 €. Enfin, ça serait pas logique en fait. Donc je dois avoir une gamme de prix qui est quand même cohérente. C'est ça, il faut que ce soit cohérent. Donc je lisse mon temps en fait sur la journée et que la gamme de prix reste cohérente, quel que soit le temps que je passe à fabriquer le bijou, quoi. Ouais, j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que je me suis dit il faut se poser la question du temps que ça prend de créer quelque chose, quand t'as quelqu'un qui fait un pull, qui fait, tout, n'importe quelle personne qui... justement, en fait, j'avais fait partie pendant un moment, mais j'ai arrêté, de la F Collective Academy. C'est Sandra, elle propose pas mal de formations, justement, et j'avais suivi une formation
sur c'est que des entrepreneurs, donc forcément l'entrepreneuriat, mais l'artisanat. Et c'était le thème de la formation, c'était un truc du genre calculer son juste prix ou quelque chose comme ça. Et la nana qui intervenait, c'était hyper intéressant ce qu'elle disait. Elle disait, en fait, il n'y a pas que le temps que tu vas passer à fabriquer ton bijou. Il y a le temps que tu vas passer en fait derrière à faire tout ton administratif, même si ça prend pas en compte ton bijou, mais c'est du temps où toi tu travailles en fait. Donc tu fais ton administratif, tu fais ta photo, tu fais plein d'autres choses derrière. Et ça tu peux pas le comptabiliser en fait sur le temps de travail de ton bijou. Bah oui. Mais il faut le lisser quand même sur le prix de ta création, sinon t'es pas rentable finalement. Oui, dans ton prix, il y a aussi ce volet de tâches administratives que tu dois accomplir, quoi. De communication, voilà. De la communication, de la prise en photo, de la retouche photo, de la mise en ligne sur le site internet, de la création de la fiche produit, tout ça quoi. Et du coup ça, même si c'est pas du temps que je passe à le fabriquer, c'est quand même du temps que tu passes à travailler, donc faut le prendre en compte dans le prix de ton article. Ouais, c'est clair. Et donc tu parlais des temps forts dans l'année, donc il y a Noël, pour toi il y a d'autres moments où c'est vraiment peut-être la fête des mères, j'imagine, ou... Effectivement, Noël, c'est... je vais dire une bêtise, c'est pas moi qui tiens les chiffres, c'est Romain. C'est lui l'expert comptable de la moustache. Mais je dois être à pas loin de presque un quart, un cinquième du chiffre d'affaires quand même qui est réalisé à Noël. Et c'est vrai que c'est un métier où la saisonnalité, c'est quand même important. Et du coup, il y a des périodes où c'est plus creux. Par exemple, là, en général, septembre, il se passe pas grand-chose. C'est la rentrée des classes, on consomme plutôt pour les enfants, on achète les vêtements, les cartables et tout, et beaucoup moins pour soi. Donc là, le site, il fonctionne, mais c'est beaucoup plus creux que là, quand ça va arriver. Là, dans un mois, c'est parti. Et du coup, c'est vrai qu'il faut savoir gérer son temps comme ça. Les périodes creuses, faire des choses que j'aurais pas le temps de faire à Noël, du coup. Et c'est pareil, la fête des mères aussi, c'est une grosse période pour moi. Les 2 temps forts de l'année, c'est vraiment Noël et la fête des mères. D'accord. Donc pendant un mois, Noël, ça commence même. J'essaye de faire commencer les clientes. Je leur dis, oh là, attention, c'est Noël. Là, j'ai fait J-100. Ah ouais, je le dis parce que sinon, en fait, plus les gens s'y prennent à l'avance et plus je peux livrer de commandes. Parce que j'ai pas de stock en fait. Tu fais à la commande. Ouais, je fais tout à la commande. Si j'ai quelques pièces en stock, mais pas beaucoup, quand c'est des pièces que je fais fabriquer à l'avance et que je fais souder chez mon doreur, qui arrivent ici, sur lesquelles j'interviens pas. Là, j'ai du stock, mais ça fait 2% ou 3% de la collection. Et parce que vraiment, l'ADN de la marque, c'est la personnalisation, la gravure, les initiales qu'on met sur les médailles. Donc fatalement, je peux pas avoir de stock parce que sinon, c'est plus personnalisable en fait. Bah oui. Puis tu dois t'adapter à chaque commande. C'est ça qu'on peut tout choisir, quoi. Pas vraiment tout. Pas mal de choses. Ouais, pas mal de choses, mais c'est vrai que je peux pas laisser tout choisir parce que sinon, trop compliqué. Et en fait, je passerais trop de temps sur la commande. C'est donc je laisse au choix parfois la forme de la médaille ou le type de la chaîne ou la longueur, ce genre de choses. Ou les coloris des perles, les associations de coloris. Parfois, je rajoute une petite perle. Je laisse au choix la couleur de la perle, mais c'est quand même encadré dans un choix limité parce que si je fais que du sur-mesure, non, c'est pas possible. Il faudrait que j'embauche quelqu'un pour le faire, quoi. Donc, et ça, c'est un truc que t'envisages, selon la croissance de l'activité? Est-ce que tu te dis peut-être qu'un jour il faudra peut-être qu'on soit 2? Oui, ça je l'envisage, mais plutôt à moyen terme parce que pour l'instant ma fille elle est petite et j'ai vraiment envie de profiter encore de pouvoir aller la chercher chez la nounou à l'école et tout. Et je me dis, si j'embauche quelqu'un, sans parler d'un alternant ou d'un stagiaire que je pourrais embaucher l'année prochaine, je pense, parce que là ça devient compliqué, mais vraiment une embauche fixe, c'est plus le même délire en fait. Parce que t'es plus tout seul. T'es plus tout seul. Et du coup, je pense que la charge mentale, la charge financière, elle est hyper importante. Et je suis pas encore prête à me dire, faut que en fait, si j'embauche quelqu'un, il faut que je fasse plus que doubler mon chiffre d'affaires. Parce que les charges patronales et le salaire. Et là, je suis pas encore prête à me dire, il faut que je rajoute encore toute cette énergie-là pour doubler le chiffre d'affaires. Là, j'ai quand même beaucoup d'énergie à la maison, les enfants sont petits. Donc je me dis, on verra dans 2-3 ans, quand la dernière elle aura grandi et qu'elle sera un peu plus autonome, où là je pense que j'aurai encore plus d'énergie à donner à la société et peut-être passer le cran au-dessus. Mais pour l'instant, puis mine de rien, j'ai pris l'atelier et donc c'est une charge que j'avais pas avant. Oui, ton loyer ici. Mon loyer, ouais.
Donc ça, il faut que maintenant que j'arrive à rentabiliser ce loyer déjà. Donc c'était un premier défi. Ouais, un premier défi, c'est rentabiliser l'atelier ici qui me coûte quand même tous les mois. Donc je peux pas tout faire en fait en même temps. Et je veux pas léser les enfants. Et je me dis voilà, la vie de famille c'est quand même important. Déjà que je les case le mercredi, tous les mercredis, parce que j'ai plus le temps. Donc je me suis dit bon, le mercredi, je voulais rester avec elle, mais c'était pas possible. Sinon je peux pas tout faire dans la semaine. Donc je me dis non, pour l'instant l'équilibre est bon comme ça. Ouais. Donc on verra dans 3 ans, je pense. Ouais, j'aurai un discours différent dans 3 ans à mon avis. Ouais, bah après quand Alba rentre à l'école, enfin c'est plus la même chose. C'est plus la même logistique quand ils sont grands. Il y a plus de couches à changer, c'est débile, mais voilà, c'est une logistique différente. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu retrouves des perspectives différentes. C'est ça. En fait. Même le soir, c'est débile, mais quand t'es à la maison, elle a 18 mois, elle est dans tes jambes, rien que faire cuire des pâtes, c'est compliqué, quoi. Donc du coup, si je suis pas à 100% d'un côté ou à 100% de l'autre côté, je vais pas être. Tu vas pas être bien. Je vais pas être bien, je vais pas trouver le bon équilibre. Et tu vois, je te disais, mon discours, il sera différent dans 3 ans, comme mon discours, il était différent il y a 4 ans. En fait, il y a 4 ans, quand je me suis installée, donc il y a 4 ans, on m'a remis il y a 4 ans là, quand je me suis installée chez moi. Je me suis dit mais c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'étais hyper bien, j'avais un équilibre de fou. Je me suis dit mais génial, en fait partir de l'atelier c'est ce qu'il fallait à ce moment-là. Et jamais j'aurais pensé que 4 ans après j'aurais repris un autre local. Donc voilà, je pense que on verra dans 3 ans. Ouais, finalement on s'adapte à la situation. C'est ça. Pour prendre la décision qui apparaît la meilleure au moment où on la prend. Voilà, c'est ça. Besoin. Ouais. Et bah, tu vois, ça revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je suis beaucoup sur le feeling, en fait. Je sens les trucs et j'essaye de faire en fonction de ce qui me semble. Je fais pas trop de plans sur la comète en me disant je veux aller à tel endroit ou je veux faire ça ou je veux faire ça. Si, je sais que je veux faire des choses avec la boîte et je veux pas que ça stagne et je veux évoluer, je veux avancer, je veux proposer une nouvelle gamme de produits, un accompagnement un peu sur la lithothérapie, vraiment des choses comme ça. Mais je sais pas quand, je sais pas comment exactement, j'ai pas de plan programmé, donc toujours un petit peu au feeling quand ça vient, quand l'opportunité se présente et quand c'est le bon moment, quoi. Ouais, non, mais c'est ce qu'il faut faire aussi, quoi. Enfin, parce que quand on se fixe trop de trucs, trop d'objectifs, c'est très précis, etc., bah parfois c'est compliqué de les atteindre et du coup tu peux te sentir un peu déçu. Bah ouais, voilà, ouais. C'est ça. Alors que là, bah, finalement, t'avances pas à pas et tu trouves ton équilibre, ce qui est quand même hyper important aussi entre ton entreprise, ta famille, tes amis. Voilà, après, c'est sûr que rien n'est jamais parfait, mais au moins, ta façon de fonctionner, quoi. Ouais, c'est important de trouver l'équilibre et j'essaye toujours de faire en sorte que l'équilibre, il soit respecté, quoi. Donc que la société, elle prenne pas trop de place, même si forcément ça prend de la place, parce que c'est moi, c'est mon deuxième bébé, du coup, après Romy et avant Alba. C'est hyper important, que c'est mon équilibre, c'est d'être ici, mais pas que. Oui. Donc voilà, ça c'est important. Tu vois, là je viens d'accepter, alors que je ne le fais jamais, une vente à Vendrechy avec une nana qui a une boutique très jolie de déco et de jarres et tout. Et je le fais jamais. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui, mais voilà, je me suis dit, ça me semble à point nommé, voilà. Ça me fait sortir un peu de ma zone de confort. Mais donc du coup, ça veut dire que je dois fabriquer du stock pour aller à cette vente. Ce que je fais pas. Donc, ici, j'ai un peu de stock, mais j'en ai très peu. Là, s'il y a beaucoup de passages, il faut que j'ai beaucoup de stock. Donc, ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Donc là, je vais mettre les bouchées doubles. Et du coup, c'est un samedi-dimanche. Donc là, je sais que je suis tout le week-end à l'extérieur de la maison. Ouais. Donc, je vais pas être avec ma famille, mais ouais, je me dis... Y aller, c'est une fois, je vois ce que ça donne. C'est une fois, je vois ce que ça donne. Et ça reste quand même... ça met pas en péril mon équilibre, quoi. Je sors un peu de ma zone de confort, mais j'essaye de faire attention. Super, merci Julia. Tu vois, je regardais le temps et le temps passe vite. On discute de plein de choses et c'est super. Et donc, je voulais te poser les quelques dernières questions du podcast. Alors, ce podcast s'appelle La Boussole. Et donc, la boussole, ça indique le nord. Et il y a une notion dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. C'est la notion d'étoile polaire, d'avoir un peu
quelque chose qui nous guide dans la vie, en fait, parce que c'est elle qui guide les voyageurs dans la nuit, et on en parle aussi dans tout ce qui est un peu développement personnel, etc. Et pour toi, ça serait quoi ton étoile polaire, qu'est-ce qui te guide dans ta vie au quotidien? Eh ben, écoute, je dirais, comme je fais un peu les choses selon mon feeling, qui vivra verra. Voilà, ose, et puis on verra ce que ça donne. Ouais. Et ensuite, moi, j'aime beaucoup lire, regarder des séries aussi. Bon. Et si tu avais quelque chose à me conseiller à nos auditeurs, ça serait quoi? Alors, lire, j'aime beaucoup lire aussi, mais malheureusement, ça fait 4 ans que je n'ai pas ouvert un bouquin, parce que j'ai pas pris le temps. Alors oui, le temps, on peut toujours le trouver, mais là, pour l'instant, je l'ai pas encore trouvé. Du coup, j'écoute beaucoup de choses. J'écoute des podcasts, j'écoute de la musique. Donc, je vais peut-être plutôt te conseiller un podcast. Oui, carrément. J'aime bien écouter le podcast de Louise, qui a le blog My Better Self. My Better Self, ouais, ça. J'aime bien écouter aussi Pauline Léniaud. Là, j'ai vu que Laurie Tillman, ce matin, elle avait sorti un premier épisode de son podcast. Oui, donc, j'ai je pense vu ça que ça aussi. va être hyper sympa aussi. Je suis assez curieuse, ouais. Ouais. Et voilà. Et sinon, j'aime bien aussi écouter de la musique, parce qu'en fait, pourquoi j'écoute des choses? Parce que je peux écouter en faisant autre chose en même temps. Oui, c'est pratique. Et du coup, tu doubles ton temps. Et en fait, que quand tu lis, alors c'est très cool de lire, mais tu peux pas faire autre chose en même temps. Tu peux faire que ça. Donc pour l'instant, la lecture, on verra plus tard. Et est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander sur le podcast? Alors, j'aurais 1000 personnes à te recommander, mais j'ai pensé à une de mes meilleures amies qui est consultante en RH. D'accord. Et en fait, elle est à son compte depuis, je dirais peut-être bien... ça fait combien de temps qu'elle est à son compte? Peut-être 5-6 ans. Un peu comme moi, on s'est lancé en même temps, je crois. Donc voilà, elle s'appelle Flore, et elle est consultante RH, et elle est passionnée par son métier. Oh bah, génial. Donc elle a bossé dans la grande distribution avant de se lancer. Elle est passée par aussi les montagnes russes, donc je pense que son parcours, il doit être intéressant. Super. Bah, merci beaucoup, Julia. Merci Claire. Merci pour tout ce que tu as partagé. Bien sûr, je mettrai dans les notes de l'épisode tous les liens vers l'atelier moustache, Instagram et le site internet. Je te remercie beaucoup. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.